La chaîne vient de passer les 30 000 abonnés. Et pour fêter ça, j'organise une petite foire aux questions. C'est parti! On commence avec la question de Karl qui me demande comment et où j'ai appris tout ce que je sais sur la vidéo, formation, école. Alors je t'invite à aller voir ma FAQ que j'ai fait il y a 2 ans où je donnais pas mal d'informations justement sur mon parcours et mon apprentissage. Mais en gros, pour résumer, je dirais que j'ai appris peut-être 10% en BTS audiovisuel. J'étais en option son, mais j'ai quand même appris pas mal de choses sur l'image et le montage. Ensuite, j'ai beaucoup appris en autodidacte. Je dirais à peu près 45%. C'est mon esprit mathématique qui aime bien mettre des chiffres. Mais c'est vrai que quand je suis sorti de BTS, j'ai beaucoup pratiqué tout seul. J'ai commencé à faire des courts-métrages avec mon iPhone. Et en fait, j'ai appris le montage surtout en regardant des tutoriels, vu que mon BTS était en son et pas en montage. J'avais eu quelques cours, mais quasiment rien. Donc j'ai beaucoup appris avec des tutos et en faisant des courts-métrages, des petites vidéos humoristiques, plein de petits projets personnels finalement qui n'avaient pas vraiment d'ambition autre que de pratiquer. Et il n'y a rien de mieux que de faire ça, c'est-à-dire de s'entraîner à faire des vidéos, même si c'est pas pour un client ou si c'est pas pour quelqu'un en particulier, d'essayer quand même de se mettre une contrainte, de se dire ok, je vais la montrer à quelqu'un, à la famille, aux amis, je vais la diffuser. Ça permet d'être plus exigeant dans le travail qu'on fait, parce qu'on se dit je vais pas montrer un truc pourri, donc on essaye de monter un petit peu le niveau, que si on faisait juste un truc comme ça juste pour nous. Et en plus, les retours qu'on va avoir de la part des gens seront bien souvent fondés, même si des fois ça peut être un petit peu gênant d'avoir un retour négatif sur un truc dans lequel on s'est beaucoup investi, mais ça fait toujours progresser. Dans les chaînes qui m'ont le plus apporté, je dirais de mémoire, j'ai commencé avec Céleste Grant, qui avait une chaîne qui s'appelait Super Infini à l'époque. Maintenant, il a complètement changé de registre, ça s'appelle Bunker Sauvage et il fait plus des tutos, mais quand j'ai fait mes premiers courts-métrages, j'ai beaucoup appris avec ses tutos. Ensuite, j'ai suivi les chaînes de MS Design pour tout ce qui est After Effects. Également la chaîne Rouge Vert Bleu de Guillaume Desjardins qui a fait des super tutos, qui est très fort. À un moment, je me suis fait aussi toutes les vidéos de la chaîne Ciné Astuce, qui est une super chaîne qui malheureusement aujourd'hui ne sort plus de vidéos, mais franchement, si vous la connaissez pas, allez voir. Et je me suis également pas mal inspiré du travail de la chaîne Naotech, que j'apprécie beaucoup, que ce soit dans le contenu ou dans le ton des vidéos. Et enfin, troisième pilier d'apprentissage, c'est en entreprise, notamment dans 2 entreprises. La première, c'est mon tout premier job dans une boîte de production qui s'appelle Pixpocket à Annecy. C'est là que j'ai commencé à travailler pendant 6 mois et ça m'a beaucoup fait progresser, que ce soit en montage sur Premiere ou alors en motion design et en effets spéciaux sur After Effects. Et ensuite, l'autre expérience, c'est à France 2 et spécifiquement quand j'ai travaillé à l'œil du 20h. D'ailleurs, c'était dans la foulée, je travaillais chez Pixpocket et ensuite je suis allé à France 2. Et là où en boîte de production, ça m'a fait beaucoup progresser parce que j'étais entouré de personnes très brillantes, donc je pouvais leur poser en fait toutes les questions que je voulais sur les logiciels et ils avaient la réponse. Donc c'est très stimulant d'être entouré de gens qui ont un niveau beaucoup plus élevé. On a envie de s'élever soi-même et de se mettre un peu à leur niveau. À l'inverse, à France 2, on travaille pas vraiment en équipe quand on est monteur. On travaille avec un journaliste, mais en gros, on est un peu responsable de la partie technique. Donc on n'est pas en train de faire appel à d'autres personnes. Mais là, ce qui m'a fait vraiment progresser, c'est l'exigence de rendre quelque chose tous les soirs à 20h. Et dans cette rubrique qui est l'œil du 20h, qui est une rubrique plus longue, plus dynamique, avec plus d'effets que le reste du journal, il a fallu se mettre au niveau avec parfois plusieurs rédacteurs en chef qui rentraient dans la salle. Là, c'était pas possible pour moi de dire non, ça je sais pas faire, débrouillez-vous, ce soir, il n'y a pas d'œil du 20h. Ensuite, question de Séraphin qui me demande est-ce que je travaille toujours sur le JT de France 2 en tant que monteur vidéo? Alors non, j'ai arrêté de travailler pour le JT parce que au bout d'un moment, c'est vrai que c'est très récurrent comme format, c'est assez répétitif, que ce soit dans la forme ou dans le fond. Et moi, c'est vrai que j'aime bien exprimer ma créativité, donc au bout d'un moment, même si comme je vous l'ai expliqué, ça m'a fait beaucoup apprendre, donc c'était une super école pour ça, mais voilà, je suis arrivé à un point où je tournais un petit peu en rond et j'avais un peu l'impression d'être en mode pilote automatique, donc je me disais ok là je vais faire ça parce qu'il y a ça qui marche, et moi à partir du moment où je fais ça, c'est vrai que je prends moins de plaisir. Ça me permet de répondre à la question de IT Wasm. À part mon boulot de monteur à la TV et ma chaîne, est-ce que je fais des extras prestats en plus? Alors déjà, j'ai arrêté de travailler au JT de France 2, mais je travaille maintenant pour Envoyé Spécial en tant que freelance. Et en fait, je fais du motion design, donc de l'habillage. J'aime beaucoup faire ça parce que justement, ça fait appel à la créativité. C'est-à-dire qu'il y a le journaliste qui m'appelle, qui me dit « Ok, on fait un sujet sur telle chose, est-ce que tu pourrais nous faire telle animation ?» Alors des fois, il me fait un schéma pour m'expliquer grosso modo ce qu'il voudrait. Et après, c'est à moi d'aller chercher les pictogrammes, de créer les couleurs. Enfin, en gros, il y a vraiment une grosse part créative. Ensuite, j'envoie ça au journaliste pour savoir ce qu'il en pense. Et puis, il me fait ses retours. Et en général, on fait 2-3 allers-retours jusqu'à la version finale.
J'avais fait ça notamment pour une carte qui part de Moscou à Tbilissi en Géorgie. J'avais également fait un schéma pour les livreurs d'une société de livraison à domicile. Et j'avais fait aussi des incrustations d'un écran de téléphone qui apparaît un peu en hologramme au-dessus du vrai téléphone. Sinon, à part ça, je fais des prestations pour des clients, que ça soit des interviews. Récemment, j'ai fait une grosse captation de conférence, donc captation d'un événement en live, ou alors des films promotionnels un peu plus rythmés pour mettre en valeur une entreprise ou un produit. Et pour la deuxième question, j'étais micro-entrepreneur et là, je vais passer en société cet été. Ensuite, on a une question de Rome qui me demande « Est-ce que j'ai déjà fait de la fiction ?» Alors, dans l'absolu, j'ai déjà fait de la fiction amateur, c'est-à-dire des petits courts-métrages que j'ai fait comme ça pour me marrer, mais je considère pas ça comme des vrais projets, donc j'ai jamais vraiment fait de la fiction avec une équipe, voilà, sur un gros projet pris au sérieux. C'est quelque chose que j'aimerais faire depuis longtemps, parce que c'est vrai que je pense que c'est un peu le rêve de tous les vidéastes de faire de la fiction, parce qu'on est tous inspirés par les films, les séries, etc. Que ce soit en termes de rendu visuel, et aussi en termes d'histoire, de scénario. Mais jusqu'à maintenant, j'ai pas eu encore le projet qui a fait que je me suis lancé. Je pense que ça vient peut-être aussi avec la maturité. Mais pas que, au final. Je vais passer à la question suivante et vous allez voir que c'est en lien. Donc on a Jubilation qui nous demande « Je voulais savoir si tu avais des conseils pour écrire un script même basique pour s'entraîner à être organisé. » Alors il faut savoir que moi, l'écriture de script pour de la fiction, c'est pas du tout mon point fort. C'est pas quelque chose que je maîtrise, c'est pas trop quelque chose que j'ai fait. J'ai déjà fait des courts-métrages comme ça, mais bon, des trucs un peu à la rigolade et qui pour moi n'avaient pas vraiment d'histoire. C'était plus des histoires un peu prétexte pour filmer quelque chose, plutôt qu'une histoire de base et ensuite on la filme. J'aurais pas vraiment de conseils à te donner pour écrire un script, mais ta deuxième question m'intéresse. Comment garder la motivation de tourner, prendre des photos quand l'inspiration est plus faible? Je pense qu'on revient au même sujet, c'est-à-dire que, par exemple, moi, pour la fiction, j'ai l'impression parfois de manquer d'inspiration. Je me dis mais qu'est-ce que je pourrais raconter dans une fiction? Qu'est-ce que je pourrais écrire? Et en fait, j'ai pas effectivement ce déclic qui fait que je me lance dans le grand bain, j'y vais, je prends une équipe et on tourne ce projet. Je crois avoir trouvé un début de réponse récemment et je pense que ça va répondre également à la question de Brick MD Prod qui dit quels sont tes projets vidéo en cours ou dans un coin de ta tête. En fait, je suis parti marcher en Normandie sur un chemin de randonnée pendant 6 jours fin juillet et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de faire un peu un format vlog, c'est-à-dire de filmer tout ce que je faisais dans ma journée et ensuite d'en faire des formats très courts au format vertical pour TikTok, pour Instagram. Donc je suis parti sur ma rando, j'ai filmé plein de choses avec mon téléphone et en fait le soir, je montais les vidéos directement sur mon iPhone avec l'application Adobe Premiere Rush, qui est une version simplifiée d'Adobe Premiere. Et je publiais dans la foulée ma vidéo, donc j'ai fait ça pour les 6 jours. Et à la fin, quand je suis rentré, j'ai mis tout ça bout à bout et j'en ai créé une vidéo globale que j'ai postée sur YouTube, sur une autre chaîne. Je vous mets le lien en description si vous voulez aller voir de quoi je parle. Tout ça pour dire que je me suis rendu compte pendant cette marche que les idées créatives venaient à foison. Là où je pouvais être complètement bloqué sur mon cahier quand je suis chez moi en me disant ok, il faut que j'écrive un truc, je vais écrire un truc, et bah là quand je pars marcher quelque part, et bah il y a plein de choses qui défilent devant moi et du coup j'ai eu plein d'idées créatives que j'ai pu immédiatement filmer et les monter assez rapidement le soir même. Donc ça m'a mis dans une espèce de dynamique de créativité que j'avais rarement eu, mais au final j'ai pas eu grand chose à faire si ce n'est que marcher et voir ce qui se proposait à moi. Donc ce que je pourrais conseiller pour avoir plus de motivation et avoir peut-être plus d'inspiration, c'est ne pas rester chez soi enfermé à essayer d'avoir des idées dans la tête, mais plutôt de sortir et d'être confronté à des choses parce que les idées en fait elles viennent à nous. Je sais pas si ça vous le fait aussi, mais moi ça m'arrive bien souvent d'avoir plein d'idées qui me viennent au moment où je suis en train de me coucher, au moment où je suis en train de regarder un film, au moment où je suis dans un repas avec des gens, bref, jamais le moment où je suis posé à mon bureau en train de me dire ok, quelles idées je vais avoir. Ensuite, Tupac demande pour moi quelles sont les qualités requises pour être un bon monteur vidéo. Alors je dirais que pour être un bon monteur, il faut avoir avant tout le sens du rythme. Un petit peu comme si on avait, finalement, si vous avez le sens du rythme musical, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que il faut savoir mettre dans une vidéo des moments très rapides, très rythmés, des moments plus lents, que ce soit donc dans la durée des plans, mais aussi dans la variation des valeurs de plans. Donc pour moi, voilà, je dirais que c'est la qualité numéro 1. Deuxième chose, je dirais peut-être ne pas être trop attaché aux images, notamment si vous avez filmé vous-même les plans. Quand vous arrivez en montage, il faut, en fait, même si vous êtes fier de vos images, il ne faut pas hésiter à en supprimer, à ne garder finalement que les meilleurs.
Ça, c'est vrai que c'est pas forcément facile parce qu'on a tendance à vouloir tout garder parce qu'on est fier de tout. Mais au final, si on garde tout, la vidéo est trop longue ou alors il y a trop de plans, trop d'images. Donc ça, c'est une qualité aussi requise de savoir épurer les choses. Et en troisième, je dirais peut-être en fait, savoir prendre du recul. C'est-à-dire savoir se mettre dans la peau du spectateur s'il est pour la première fois devant notre vidéo. Quand on fait du montage et qu'on se repasse 15, 20 fois, 25 fois notre timeline, au bout d'un moment, on n'a plus du tout le recul nécessaire pour savoir comment ça va être quand la personne découvre notre vidéo pour la première fois. Donc il ne faut pas hésiter à se mettre dans la tête que, ok, là, si j'ai jamais vu cette vidéo, qu'est-ce que ça me fait? Ou alors faire des pauses. Mais voilà, je dirais que c'est aussi ça une qualité, c'est de savoir prendre un peu de distance par rapport au travail qu'on a produit. Ensuite, NGC demande le salaire minimum d'un motion designer ou monteur vidéo. Alors, il n'y a pas de salaire minimum, hein, ça ne fonctionne pas comme ça. La seule chose que je peux dire, c'est que de mémoire, quand je travaillais en boîte de production en CDD, j'étais à 1700-1800 € net par mois. Et ensuite, j'ai travaillé en tant qu'intermittent du spectacle. En boîte de production chez Webedia, c'était 150 € brut par jour. Et chez France 2, au journal de 20h, c'était 160 € brut par jour. Et à l'œil du 20h, c'était payé plus parce qu'il y avait plus de compétences requises. Et là, on était à 240 € brut par jour. Et sur les prestations que je facture moi en tant que freelance à mes clients, il n'y a pas vraiment de règles parce que ça dépend du projet, ça dépend du matériel requis. Moi, il y a aussi le tournage, il n'y a pas que le montage. Donc c'est compliqué de donner un chiffre comme ça. Ensuite, question de Guéna, tu as beaucoup filmé avec l'Osmo Pocket. Quel boîtier je te conseille pour passer au cran supérieur? Moi, je vais te parler des boîtiers Panasonic parce que c'est ceux-là que j'utilise au quotidien et que je connais bien. Je te conseille le GH5 qui est toujours un super appareil et qui a baissé de prix depuis la sortie du GH6. Tu peux regarder aussi d'occasion, tu peux avoir des bonnes affaires. Mais voilà, moi ça serait mon conseil, le GH5 avec un objectif de kit style 12-35 ou 12-60. Ensuite, Tupac demande, vu que je vends mon GH5, quel sera mon futur achat d'appareil photo? Et tout simplement le GH6. Alors en fait, j'ai pas vendu mon GH5, j'ai vendu mon GH5S parce que j'avais deux boîtiers, un GH5 et un GH5S. Mais j'ai décidé de vendre le S pour m'acheter un GH6, ce qui fait que j'aurai toujours deux boîtiers, mais le GH5 et le GH6. Serge a une question sur la performance de montage sur Adobe Premiere. Je ne vais pas la lire en entier, mais en gros, c'est quels sont les réglages spécifiques à appliquer pour pas que ça rame sur notre ordinateur. Première chose, je dirais créer des proxys. Ça, c'est vraiment la chose à faire à tout prix si ça bug. J'ai fait une vidéo dessus sur ma chaîne, n'hésite pas à aller la voir. Mais ça, franchement, ça change radicalement les choses. En général, quand on crée des proxys, on a quasiment plus de bugs. Deuxième chose, si tu as toujours des bugs, tu mets ta timeline en résolution 1/2 ou 1/4. Pour que ça affiche moins de pixels. Et troisième chose, si tu as toujours des bugs, mais franchement ça m'étonnerait, tu fais des rendus, c'est-à-dire que tu passes la barre de ta timeline au-dessus, elle est soit jaune, soit rouge, mais en fait tu vas faire des rendus pour la passer en vert, ce qui fait que l'ordinateur il va calculer comme s'il faisait un export, et après tu pourras lire ta vidéo en temps réel sans avoir de latence. Ensuite, nous avons une question de Bip Bip. Je sais pas si c'est le coyote, mais en tout cas, il s'est arrêté pour poser une question. Salut Théo, à quand une réduction sur ta formation GH5? Ce serait super. Bah écoute, tu tombes à point parce que à l'occasion des 30 000 abonnés sur ma chaîne, j'ai décidé de faire une grosse promotion sur tout mon catalogue de formations. Donc mes formations sont toutes à moins 50% jusqu'à ce samedi. Donc le samedi 13 août, ça peut être l'occasion pour vous de vous former pour être d'attaque à la rentrée. Je fais rarement des promotions comme ça, hein. Là c'est vraiment pour l'occasion des 30 000. Pour en profiter, il suffit de cliquer sur le lien qui est en description pour trouver la formation qui vous intéresse. Et ensuite, au moment de passer commande, vous rentrerez le code YouTube30 pour que ça applique les 50% de réduction. Et pour finir, une question de Joël Saint-Cyr-Pierre qui demande « J'aimerais savoir comment faire pour récupérer le son depuis une table de mixage pour rentrer dans ma caméra et quel matériel il me faut ?» Effectivement, quand vous faites une captation d'un événement en live, type conférence ou concert, il faut absolument récupérer le son qui sort de la console de mixage audio pour avoir un son bien propre, parce que en fait ça sera le son tout simplement des micros qu'il y a sur la scène, ou alors les micros des musiciens, parce que si vous enregistrez le son directement dans la salle avec votre micro canon, le son ne sera pas exploitable. Donc pour récupérer le son comme ça en sortie de table de mixage, il faut demander au mixeur qui est sur place de vous faire sortir un câble XLR et ensuite vous le faites rentrer dans un enregistreur à vous type Zoom H5. Moi j'ai un Zoom H5 et c'est comme ça que je l'ai fait notamment pour une captation pour un client récemment. En plus, la console de mixage n'est pas forcément au même endroit que là où est placée la caméra, donc c'est pour ça que c'est important d'avoir un enregistreur audio
à part qui lui va enregistrer le son de la console et à côté vous aurez votre caméra à vous qui en plus elle peut enregistrer le son de la salle pour par exemple les applaudissements, ce qui sera bien complémentaire avec le son de la console. Si ça vous intéresse d'en savoir plus sur comment on fait une captation d'événements en live, vu que j'ai fait un gros projet comme ça pour un client au mois de juin, j'ai décidé d'en faire une formation et de tout filmer les coulisses de ce que j'ai fait. Donc je vous montre en fait la préparation de mon matériel chez moi, quel matériel j'emmène, ensuite sur place comment je m'installe, vous verrez que j'ai 2 caméras, comment je place mes caméras, comment je les règle, et ensuite de retour chez moi, comment je fais la synchronisation, le montage entre les différentes caméras, mais également l'habillage avec l'ajout par exemple de bandeaux pour marquer le nom de la personne qui parle. Justement, cette formation est elle aussi à moins 50% jusqu'à samedi, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur mon site. En tout cas, merci à tous pour vos questions. Merci d'être toujours là pour me suivre après presque 4 ans de chaîne. Je vous prépare pas mal de choses pour la rentrée. Je vous souhaite une bonne fin d'été et on se retrouve très vite sur la chaîne. Salut!